merci d'être là. Et on ne s'est pas concerté, Michel et moi, mais de fait, les deux événements évoqués, qu'il vient d'évoquer, à savoir le vote du peuple grec et la décision de la BCE de racheter des obligations, des titres publics et privés, prioritairement publics, je pensais que ce serait bien de démarrer aussi là-dessus pour présenter l'ouvrage. Alors avec un ouvrage qui fait quand même plus de 300 pages, 351 pages, donc je n'en dirai que je n'aborderai que quelques aspects, évidemment. Alors, donc le vote du peuple grec, par ce vote, du moins, le peuple grec a utilisé le pouvoir que donne le suffrage universel pour mandater Syriza, la coalition de la gauche alternative, afin qu'elle sorte progressivement le pays des griffes des marchés financiers, relance la croissance sur un mode social et durable, fasse reculer le chômage, la misère, redonne à des services publics rénovés une efficacité et une capacité d'action renouvelée. Quelques jours avant ce scrutin, Michel l'évoquait, la BCE a, elle aussi à sa façon, en utilisant cette fois le pouvoir de la monnaie, décidé d'intervenir sur les marchés financiers. En y réfléchissant et au-delà des aspects politiques les plus immédiats, ne peut-on pas considérer qu'au-delà des intentions du peuple grec et d'une part, et d'autre part de l'aéropage de la BCE, chacun de ces actes témoigne à la fois qu'il y a aujourd'hui en Grèce et en Europe un grave problème d'allocation des ressources aux acteurs économiques. Tout est en désordre aujourd'hui au sein du marché capitaliste mondialisé, dans ce monde gouverné prétendument par la concurrence libre et non faussée. Sur notre continent, les pays de la zone euro sont au bord de la déflation. La croissance stagne, le taux de chômage dépasse les 11%. Il est de 26% en Grèce. L'initiative de la BCE montre que même les libéraux et sociolibéraux sont conduits, en dépit de leur discours et de leur action à l'encontre de la dépense publique, à utiliser l'arme de l'intervention publique pour tenter de mettre de l'ordre dans ces désordres. De son côté, le vote du peuple grec exprime une aspiration à une intervention publique, mais orientée vers l'efficacité sociale et non vers le relèvement de la rentabilité des capitaux. Une intervention publique en faveur d'une régulation favorable aux salariés, aux travailleurs, à la reconquête d'un modèle social de progrès. Alors j'ai essayé de travailler sur ces questions dans le livre, et je l'aborderai à travers deux points essentiels. Premier point, depuis toujours le capitalisme s'est développé grâce au concours de la puissance publique et particulièrement de l'État central, contrairement à ce que disent les libéraux. L'État central, la puissance publique, qui l'ont stimulé, conforté, protégé. Il n'y a pas de marché sans État, et comme le remarque Gramsci dans ses notes sur Machiavel, le système du libre-échange est lui aussi une réglementation qui porte l'empreinte de l'État, introduite et maintenue par les lois et la contrainte. Dans la période contemporaine, le capitalisme a été bouleversé par à la fois un événement et des processus complexes. Un événement, d'une part un événement, c'est la décision des États-Unis en 1971 de mettre un terme à la parité fixe entre le dollar et l'or, qui a conduit
à des phénomènes d'une grande importance. Un flottement généralisé des monnaies, les accords de la Jamaïque en 1976 consacrent ce flottement généralisé des monnaies, provoquer un développement exponentiel des produits dérivés et de la spéculation, et troisièmement, pousser les Européens à s'engager vers une union monétaire. Quelques années plus tard, Thatcher et Reagan ont poussé les feux de cette déréglementation qui a favorisé les mouvements de capitaux transfrontières, dopé les opérations financières, les spéculations, les OPA. En France, le tournant de la rigueur de 1983 est marqué aussi par cette volonté de casser le cadre réglementaire de l'après-guerre et de favoriser les opérations financières et les mouvements de capitaux, notamment avec les privatisations. Donc ça, c'est le premier point. C'est l'événement, du moins. C'est l'événement en tant que tel, avec toutes ses conséquences. Deuxièmement, les processus, d'autre part les processus multiformes, qui touchent tous les domaines de la société, la place des femmes, des jeunes, la révolution familiale, la contraception, le droit à l'avortement. Au cœur de ces processus complexes, multiples, il en est un très particulier qui ouvre de nouvelles portes, offrant à l'humanité des possibilités inédites, la révolution informationnelle. C'est une révolution technologique, mais c'est plus qu'une révolution technologique. Elle fait de la connaissance des pratiques cognitives un élément essentiel des processus de production. Elle transforme la structure et l'importance des coûts de financement, de recherche, de production et de commercialisation. À la fois, elle génère et amplifie certains coûts, ceux de R&D, de recherche et développement, et en réduit d'autres. Mise en œuvre sous critères de rentabilité financière, elle favorise des économies considérables de main-d'œuvre, provoque un chômage de masse, pèse considérablement sur la demande. Ces événements et ces processus sont au cœur de la crise du capitalisme. Insuffisance de la demande, développement d'une suraccumulation de capitaux, particulièrement dans la sphère financière et spéculative, au niveau économique, crise de l'idéologie, propre au capitalisme, le libéralisme, aussi bien dans le domaine économique, social que sociétal, nous conduisent à caractériser cette crise comme une crise de civilisation. En même temps, la mondialisation a transformé l'intervention publique. Elle a réduit sa capacité d'action au niveau national pour la porter davantage vers des ensembles régionaux. Tous ces processus me conduisent à poser la question d'une autre intervention publique pour s'attaquer à la crise, pour faire reculer le chômage, la précarité, et donner de nouveaux pouvoirs aux populations et aux salariés. Alors, la première chose, c'est que comment arriver à réorienter l'intervention publique? Et quand je dis l'intervention publique, je devrais ajouter l'intervention publique et sociale. Il y a besoin de donner un autre contenu aux formes d'intervention publique. Cela suppose un changement des critères de gestion et de financement. Par exemple, Michel évoquait la décision de la BCE de mettre plus de 1000 milliards d'euros sur la table progressivement, quelque chose comme 60 milliards d'euros par mois. Mais pour qui, pourquoi? Le plus gros, pour qui, pourquoi, on voit que l'intervention de la BCE se fera sous forme d'achat de titres de dette publique et privée, surtout des titres de dette. Alors, la BCE a déjà procédé à des achats.
mais elle l'a fait surtout pour, par exemple, vis-à-vis de la Grèce, elle a racheté des titres de dette publique, mais elle les a rachetés avant tout pour venir au secours des banques françaises et secondairement allemandes qui possédaient énormément de titres grecs. Donc la question c'est racheter des titres de dette, pour quoi faire? Avec quels objectifs et quels critères? On peut penser que cette opération de la BCE risque de se perdre dans le sable, dans la mesure où elle risque plus de donner des liquidités notamment à des groupes, notamment pour partie à des groupes, alors que ces groupes sont déjà gavés de liquidités. Il y a une étude de la Banque de France qui a été publiée récemment qui montre que la trésorerie des principaux groupes, si on s'en tient à la France, des principaux groupes, ceux cotés au CAC 40 notamment, est atteint depuis 2012, atteint en 2014, le premier semestre 2014, un niveau record. Le plus gros des aides à la Grèce, parmi les institutions qui ont pris des titres de dette grecque ou qui ont fait des prêts directs à la Grèce, c'est le Fonds européen de stabilité financière qui a apporté le concours le plus important. Mais il faut bien voir, c'est que ces aides sont conditionnées sont conditionnées à un programme d'austérité, à des mesures d'austérité, d'une austérité drastique. J'ai été frappé ces derniers jours à la lecture d'un bulletin des services de la recherche économique de BNP Paribas, qui dit d'une part que la dette grecque est tout à fait soutenable, en oubliant de dire que ce qu'il y a de pas soutenable, c'est ce qui est fait au peuple grec. La dette grecque serait soutenable et ils envisagent eux aussi, malgré cette affirmation, la dette grecque serait soutenable, ils envisagent eux aussi, malgré tout, une renégociation de la dette grecque. Mais, disent-ils, à condition que les réformes structurelles soient continuées. C'est-à-dire que l'on continue la déréglementation du marché du travail, la vente des biens publics, etc. Et la bataille va se jouer sur ce terrain. Quelle intervention publique? Est-ce qu'il s'agit de continuer à conditionner les aides à la Grèce à des programmes d'abaissement des protections sociales, de précarisation et d'enfoncement de l'économie et de la société grecque? Il faut bien voir, c'est que en Grèce, à l'heure actuelle, le taux de mortalité infantile est reparti à la hausse. Donc, la question d'une maîtrise publique et sociale de l'intervention des institutions publiques se pose. C'est le sens des propositions des économistes communistes. Il y a l'idée que on puisse, à partir de la création monétaire de la Banque centrale européenne, et c'est une idée, je disais, a été faite par des économistes communistes, mais c'est une idée qui est de plus en plus partagée dans les milieux des économistes, notamment. Quelqu'un comme Jean-Marie Arribey, par exemple, reprend l'idée. D'autres encore, chez les atterrés. Il y a l'idée que la Banque centrale européenne puisse
utiliser sa capacité, son énorme capacité de création monétaire pour promouvoir les services publics, les financer et permettre un nouveau type de développement. Promouvoir les services publics en faveur de la création d'emplois, de la formation, du développement de la recherche. Je prends souvent cet exemple. Là où j'habite aujourd'hui, dans le Midi, hein, je suis frappé par le fait qu'une série d'amis, de camarades, notamment les femmes, elles passent une partie importante de leur temps à s'occuper de leur maman âgée, de leur oncle, qui n'a personne d'autre qu'elle pour s'occuper. Et ça pose la question de la dépendance, qui est une grande question de société. Est-ce que, pour prendre un exemple, est-ce que la dépendance et la possibilité de prendre soin de centaines de milliers, voire de millions de personnes âgées, on va la laisser à des groupes du CAC 40, ou est-ce qu'on va établir un service public national et décentralisé de la dépendance? Et qui va financer ce service public national et décentralisé de la dépendance? Il y a besoin, à mon sens, que la BCE contribue à ce type de financement. Alors, certains nous disent, oui, mais c'est pas possible aujourd'hui. Effectivement, il y a l'obstacle des traités, quoique les autorités européennes, et notamment l'aéropage de la BCE, n'arrêtent pas d'aller au-delà de Maastricht. Hein. Par exemple, Maastricht ne prévoit aucune solidarité financière entre les États. Or, qu'est-ce qu'il a été fait? Pas pour le meilleur, mais pour le pire. Il a été décidé de débloquer des fonds, notamment ceux de la BCE, pour intervenir en Grèce, pour intervenir au Portugal, pour intervenir en Espagne et en Irlande. Ça, ce n'était pas prévu par le traité de Maastricht. Donc, il y a la possibilité, qui plus est, il y a la possibilité d'envisager. Il y a un petit bouquin qui a été publié, je crois aussi au temps des cerises, sur l'Europe, par Denis Durand, Frédéric Boccara, et qui encore? Yves Dimicoli, qui propose de sauter l'obstacle de l'objection qui s'appuie sur le traité de Maastricht. Sauter l'obstacle en proposant que la BCE finance la Banque européenne d'investissement, qui elle-même financerait un fonds social qui aurait pour vocation de contribuer au financement en fonction des besoins et de manière sélective le développement des services publics. Alors, il faut bien voir, c'est que ce développement des services publics, il est à même de contribuer à s'attaquer au chômage. À la fois, bon, je vais vous poser le problème des personnes âgées, de la dépendance. Mais le développement des services publics, ça peut créer une impulsion et un besoin de création d'emplois. Et ça peut permettre de créer de la richesse. Parce que ce financement, pour qu'il ne soit pas inflationniste, il faut qu'il permette de créer, au bout du compte, de la richesse. Qui permette de détruire la monnaie qui a été créée. Donc, mais cette proposition
d'un changement de l'intervention publique, qu'elle soit à la fois publique et sociale, elle ne peut pas s'en tenir simplement à une transformation de la Banque centrale européenne, si importante soit-elle. Il s'agit aussi qu'elle s'appuie sur tout un processus populaire d'intervention dans la gestion, à la fois dans les entreprises, mais aussi sur la question des financements. Dans les banques, et il y a la proposition de création de fonds régionaux permettant de sécuriser l'emploi et la formation, qui puissent mobiliser l'argent des banques et aussi la capacité de création monétaire des banques pour créer de l'emploi, développer les hommes. Donc, au cœur de mon bouquin, et même si je ne le fais pas évidemment de façon aussi ramassée, il y a l'idée de cette intervention. Comment combattre la finance? Ça suppose une intervention publique et populaire pour transformer les critères pour d'autres critères, d'autres financements, et sortir de la crise et du chômage. Voilà ce que je vais vous dire.